Trajectoire, le podcast des territoires en transition. Un programme Carbone Zéro la radio en partenariat avec le Salon des maires et des collectivités locales. Bonjour, bienvenue sur Trajectoire, le podcast des territoires en transition, un programme Carbone Zéro la radio en perspective du Salon des maires et des collectivités locales qui aura lieu du 21 au 23 novembre prochain. À chaque fois, nous déclinons une thématique et on va revenir sur un sujet majeur déjà traité sur Carbone Zéro la radio, la question de l'eau, de la gestion de l'eau, les territoires à l'épreuve de cette gestion de l'eau, comment gérer notamment les conflits d'usage. Pour en parler, nous sommes ravis d'accueillir René Revol. Bonjour. Bonjour. Bonjour monsieur le maire de Grabel, également vice-président de Montpellier Méditerranée Métropole. Vous êtes délégué notamment à la gestion raisonnée, écologique et solidaire de l'eau et de l'assainissement. On va donc parler de cette problématique avec une labellisation qui a été lancée, ressources en eau commune. Mais tout d'abord, peut-être faire le point aussi sur la question de la gestion de l'eau, du stress hydrique que vous ressentez d'une façon, on va dire, assez forte dans la région. Absolument. Donc, on a un climat méditerranéen qui fait qu'en 2022, la sécheresse a été particulièrement violente et on a des diminutions des ressources de nos nappes, puisque pour ce qui est de l'eau potable, nous dépendons essentiellement de l'eau souterraine et non pas de l'eau de surface, vu la faiblesse des fleuves côtiers. Diminution qui est allée jusqu'à 60% par rapport à l'étiage habituel de la même époque. Aujourd'hui, cette année, c'est un peu moins difficile, mais on a aussi ressenti cette sécheresse qui est désormais terminée, mais nous sommes inquiets parce que nous voyons que nos ressources en eau, globalement, diminuent alors que le développement de la population sur la partie sud de la France, la partie méditerranéenne de la France, est en augmentation perpétuelle. Donc, nous sommes effectivement mobilisés sur la gestion de cette ressource qui diminue. Exactement, mobilisés. Alors c'est pour ça que vous avez lancé notamment ce label dont je parlais, de cette labellisation ressources en eau commune. Quel est l'enjeu de ce label ? Eh bien, c'est extrêmement simple. Cette mobilisation qui a été lancée par l'ALEC sur l'ensemble du territoire de la métropole pour faire que les collectivités locales donnent l'exemple en économisant l'eau qu'elles utilisent. Alors, c'est un label qui se fait après vérification de la diminution des consommations d'eau, de l'installation. Donc, je donne un exemple extrêmement simple. Sur ma commune, qui est quand même une commune au territoire assez étendu, malgré ses 9000 habitants, sur plus de 16 km², on a beaucoup d'espaces naturels, notamment municipaux, et nous avons décidé de modifier depuis une dizaine d'années le processus de ces espaces pour les transformer en espaces avec des plantes méditerranéennes, très peu, disons, utilisatrices de l'eau, et ainsi nous avons pu diminuer notre consommation d'eau de 60%. Et de cesser les arrosages inutiles de pelouses, de transformer ces pelouses. Il en va de même pour les bâtiments publics, pour les écoles, avec une sensibilisation des scolaires, de tous les personnels. Et cette diminution, c'est cela. Donc ce label a pour objectif d'encourager les collectivités à faire des économies d'eau, ce qui leur permet de toucher en même temps la population et par là même développer une culture de la sobriété dans la ville. C'est ça l'objectif de ce label. Voilà, vous avez commencé à l'évoquer, monsieur le maire, il y a plusieurs axes d'intervention, le suivi des consommations, l'équipement des bâtiments communaux, notamment en matériel, on va dire, hydroéconome, notamment on sait bien à quel point les fuites d'eau sont importantes aussi à régler, l'optimisation de l'arrosage. Et en fait, à chaque fois, un certain nombre de points est attribué et c'est comme ça qu'on peut décerner ce label. Exactement, c'est qu'on prend des mesures régulières d'une année sur l'autre. Et chaque année, le label est renouvelé en fonction des efforts faits par les uns et les autres. Et je m'aperçois que les communes qui ont lancé ça commencent déjà à inspirer d'autres communes à côté. Et c'est comme ça que nous arriverons à faire face en partant du terrain. Voilà, vous avez parlé de la situation difficile en 2022. Il y a une première édition en 2022, une deuxième en 2023, où justement des communes ont rejoint le palmarès. L'idée, c'est finalement que toutes les communes soient à terme peut-être présentes à travers ce label. Absolument. Et puis donc, on communique pas mal avec nos partenaires de la région, Occitanie. Et donc, c'est vraiment un mouvement d'ensemble. Il faudrait qu'on se donne pour objectif que ce processus de labellisation, sous les formes que prendront chaque collectivité, bien sûr, puisse se généraliser à tout le territoire de l'Occitanie.
Alors ça, c'est cet exemple concret, hein, René Revol, mais il y a d'autres illustrations qu'on peut faire, et notamment la question, je le disais, de la gestion de l'eau et de l'usage et des conflits d'usage. La Cour des comptes avait notamment épinglé à la gestion de l'eau en France, hein, de façon très nette, en parlant notamment de mise en place de politiques publiques efficaces. Ça, c'est vraiment un des grands enjeux, hein, quand la ressource se tarit. Oui, c'est-à-dire qu'il y a un effort collectif à mener. Donc, pour nous, pour le territoire dont on assure la responsabilité, la métropole de Montpellier, on a engagé des actions depuis 3 ans et qui se retrouvent en partie reprises dans le plan eau gouvernemental qui a été annoncé le 22 mars dernier et qu'il s'agit maintenant de mettre en œuvre partout. La première mesure consiste à faire des économies sur la ressource et notamment en investissant de manière massive sur le renouvellement des réseaux et faire disparaître les réseaux fuyards. On peut y arriver, hein. Nous, en quelques années, là, en 5 ans, on est passé d'un rendement qui était assez faible, de 79%. Ça signifiait qu'on avait 21% de l'eau qui était produite qui se perdait en route. Et maintenant, on est passé à 87% et on se donne l'objectif d'ici la fin de la mandature à passer au-dessus des 90%. Donc, cette économie d'eau, elle est fondamentale. Ça signifie que nous distribuons en fait autant d'eau à tous les habitants, mais sur la ressource, nous en prenons moins. C'est la première action très concrète qu'on a voulu mener. La deuxième action consiste à, disons, faire qu'il y ait un comportement responsable de tous les acteurs. C'est pour ça que nous avons mis en place une tarification progressive pour que plus on consomme d'eau, plus on paye proportionnellement plus cher, pour que tout le monde puisse finalement faire des efforts en généralisant les compteurs individuels au plus grand nombre et permettre à chacun de prendre la mesure de son eau. On s'est aperçu sur des expérimentations ciblées sur des territoires particuliers une fois que les habitants étaient informés, qu'ils avaient les moyens de suivre la chose, qu'ils comprenaient l'enjeu, eh bien, on avait une diminution de la consommation d'eau pour que finalement l'eau puisse être distribuée à tous à des prix raisonnables, voire les premiers mètres cubes gratuits, pour permettre, parce que c'est un bien absolument indispensable, éviter au maximum les gaspillages. Ça me paraît aussi extrêmement important. Puis enfin, d'utiliser une sorte d'économie circulaire de l'eau en réutilisant l'eau usée qui, une fois traitée, peut se transformer en une eau brute qui peut servir à nettoyer les rues, à arroser les espaces verts. Il est aberrant que ces tâches-là puissent être faites avec de l'eau potable. Donc voilà, toutes ces actions, j'en prends que quelques-unes parce que ça serait un peu long, toutes ces actions, c'est des actions qui visent à économiser la ressource, car il faut qu'on soit clair, dans les 30 à 50 ans qui viennent, la ressource en eau ne va pas disparaître, mais elle va diminuer, et il faut que la totalité des acteurs s'adaptent à cette diminution. S'adapte. Alors, vous avez donné des exemples très concrets, monsieur le maire, mais comment on peut faire pour prioriser, parfois entre un agriculteur, un particulier, une industrie, une entreprise, quand l'eau manque ? Alors, écoutez, la loi est très claire. Depuis 1992, l'objectif principal, c'est fournir l'eau potable. Pourquoi ? Parce que sans eau, au bout de 3 jours, vous mourrez. Donc l'eau est un bien universel, non seulement un bien commun, mais un bien universel qui conditionne la survie humaine. Donc la première tâche, c'est d'assurer la fourniture d'eau potable permettant la vie à tous les habitants. La deuxième tâche, c'est que cette eau doit pouvoir servir à des tâches économiques qui sont utiles à la production de biens. Et dans ces tâches économiques qui servent à la production de biens, il y a naturellement l'agriculture. Donc il ne s'agit pas de supprimer la fourniture en eau aux agriculteurs, mais il s'agit de faire que ce secteur économique rentre dans une politique de sobriété. Il nous paraît aberrant aujourd'hui de pratiquer l'irrigation de masse massive. Il faut une irrigation avec du goutte à goutte. Il faut adapter les plantations à moins d'eau. On a des modifications. Je vois que certains viticulteurs ici dans notre région, surtout la viticulture qui est importante, changent leur cépage. Donc c'est un travail de long terme qui doit être accompagné, soutenu par l'État, par nous tous, pour qu'on transforme l'usage de l'eau en agriculture. Pour parler bien franchement, si vous voulez, aujourd'hui, dans l'eau qui est prise dans la nature, 40 à 50% de cette eau est prise pour l'agriculture, qui est de loin le premier consommateur d'eau dans notre pays. Et souvent, on a le sentiment,
historiquement que cette eau, elle est gratuite, qu'on peut l'utiliser comme on veut. Non, tout le monde doit avoir conscience qu'il y a une économie à faire. Et naturellement, on peut s'étonner parfois que cette eau soit majoritairement utilisée pour arroser des plantes comme le maïs qui servent surtout à l'exportation. Je ne dis pas qu'il faut supprimer ça, mais je dis qu'il faut retrouver un équilibre qui fasse que l'eau utilisée dans l'agriculture soit une eau qui soit vraiment directement utilisée pour la nourriture des habitants. Voilà. Le troisième usage de l'eau, il n'est pas non plus secondaire, mais il doit être fait avec beaucoup de soin. C'est tout ce qui permet le maintien de la biodiversité. Car si vous cessez de mettre de l'eau sur certaines rivières ou certains territoires, eh bien, vous avez un recul des espèces et un recul finalement de la vie, et ces territoires se transforment en territoires en pleine sécheresse, se désertifient. On a des exemples, notamment en Espagne, qui montrent que dans des endroits où on a cessé de mettre de l'eau, eh bien, le désert se crée et ça conditionne la survie de la ressource elle-même. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, eau potable, usage agricole et industriel, biodiversité, il faut se répartir en ces trois. Et moi, je crois beaucoup à la démocratie de l'eau, c'est-à-dire au fait que tous ces acteurs deviennent conscients de l'enjeu et ne s'engagent pas dans ce qu'on a appelé une guerre de l'eau, mais trouvent les moyens d'un partage équitable. Alors justement, vous abordez quelque part ma dernière question, justement pour la gestion de l'eau, vous l'avez évoqué, on dit souvent qu'on fonctionne trop souvent en silo en France, on a besoin vraiment de travailler les uns avec les autres pour une meilleure gestion de l'eau. Oui, alors il y a des structures pour ça. La structure, c'est les comités de bassin des agences de l'eau. Il y a 6 grands bassins hydrauliques en France et l'eau ne s'embarrasse pas des frontières administratives. L'eau, disons, elle fonctionne par bassin. Alors, moi, je suis dans le bassin Rhône-Méditerranée-Corse. Enfin, il y a 2 bassins, il y a la Corse et Rhône-Méditerranée. Bon, quand de l'eau coule au pied des Vosges, cette eau finit dans la Méditerranée. Donc, il y a une cohérence de ce territoire. Et ce territoire, eh bien, il y a un comité de bassin dans lequel sont représentés, outre l'État, toutes les collectivités locales et tous les acteurs, que ce soit les acteurs économiques, associatifs, pêcheurs, agriculteurs, etc. Et c'est un lieu de débat. C'est un lieu où on trouve des compromis. Dans le comité de bassin auquel je participe, nous sommes arrivés nous élaborons des documents qui sont des documents d'orientation sur l'action et les subventions de toute cette zone. Et ben, le dernier, après un débat qui a duré 6 mois, nous sommes arrivés à un vote unanime. Donc, cette démocratie de l'eau est possible. Et je pense qu'il faut l'organiser à l'échelle nationale. Il faut la rendre plus visible parce que beaucoup de monde n'est pas au courant de l'existence de ces structures. Et donc, voilà, la décliner aussi localement jusqu'à la commune pour que tous les acteurs se retrouvent ensemble et travaillent ensemble à cette économie de l'eau dont nous dépendons aujourd'hui. Et donc, vous la mettez en lumière, cette démocratie de l'eau à travers ce podcast. Merci beaucoup à vous, René Revol, donc monsieur le maire de Grabel, vice-président de Montpellier Méditerranée Métropole, de nous avoir parlé de cette thématique de la gestion de l'eau dans ce podcast, un Trajectoire, le podcast des territoires en transition. On se retrouve bientôt sur Carbone Zéro, la radio. Trajectoire, le podcast des territoires en transition. Un programme Carbone Zéro la radio en partenariat avec le Salon des maires et des collectivités locales.